Alors, on va y aller parce il est déjà 33 et on a un webinar dense et une discussion dense. Hop. Je vais partager rapidement mon écran. 2 règles. La première, c'est dites-nous ce que vous attendez de ce webinar. Et la seconde, c'est posez-nous un max de questions. Posez-nous un max de questions dans la chatroom. Alors, donc Maestro, je pense que si vous ne le savez pas, on est une formation, on est une école de product management. On s'attache à proposer, à créer et à proposer des formations d'excellence dans le product qui sont assez full stack, qui couvrent absolument tous les enjeux. En ce moment, on a une formation en ligne et en part-time et on a une formation full-time également en ce moment. La prochaine en full-time, c'est le 31 mai. La prochaine en part-time, c'est en septembre. Et on a lancé notre formation en design qui commence le 9 juin. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? C'est important. Très rapidement, moi, j'ai la chance d'avoir fait un petit bout de chemin professionnel en product management, 5 ans avant d'entreprendre. Et puis, depuis 1 an et demi, je suis dans des problématiques dans des enjeux de recrutement et de formation pour des profils produits au sens large. Stan, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, on s'est rencontrés, Mehdi, à l'ESCP, probablement quelque part en 2013. Et donc ensuite, à la fin de l'ESCP, pendant que j'étais encore, j'ai voulu créer une boîte qui s'appelait Boojam, dont le but c'est de permettre à n'importe quel musicien de faire de la musique avec n'importe qui en ligne. Je ne savais pas du tout coder à cette époque-là. Je ne suis pas du tout le développeur qui, à 15 ans, à 10 ans, commençait à coder un peu dans son coin. Absolument pas. Je ne connaissais rien du tout à ça. Je savais juste naviguer sur Google. C'est tout ce que je savais faire. Mais du coup, dans cette expérience-là, peut-être on en parlera, mais j'ai compris à quel point c'était intéressant et fascinant de savoir comment on code. Donc, j'ai voulu de savoir ce que le code permettait de faire. Donc, c'est là où j'ai voulu, au moment d'arrêter cette boîte, apprendre à coder. Et donc, j'ai fait un petit bootcamp comme Maestro, mais spécialisé dans le software, qui s'appelle App Academy. Et puis après, ça y est, j'ai démarré en tant que dev dans une agence web qui s'appelle We Digital Garden. Et ensuite, pour Le Bon Coin, où je suis rentré en tant que développeur et je suis resté 3 ans. J'ai passé à peu près 2 ans en tant que engineering manager, donc à manager des développeurs. C'est beau et c'est un parcours très particulier. On a de la chance d'avoir quelqu'un qui a ce parcours-là parce que tu as connu les deux aspects. Donc, on va revenir un petit peu dessus. Alors, on a repris notre bonne habitude de co-animer les webinaires avec des maestros. Du coup, là, aujourd'hui, c'est Pierre qui s'est dévoué. Je te laisse te présenter. Oui, donc moi, j'ai une formation d'ingénieur et ensuite une expérience d'entrepreneur avec j'ai cofondé deux sociétés, euh, dont une pour laquelle j'avais le rôle de CTO, donc avec beaucoup de développement, de prévision, de roadmap, voilà. Et en ce moment, j'ai la chance de suivre la super formation Maestro pour devenir PM. Tu Nickel. n'es pas trop ennuyé aujourd'hui, Pierre? Un peu, il me l'a dit à la fin. Non, parfait, parfait. Beaucoup de notions réexpliquées simplement avec vraiment beaucoup de pédagogie. C'était vraiment sympa, vraiment. Alors, hop. Donc, il y a quelques réponses, et merci beaucoup, Jérôme. En savoir plus sur le no-code pour ne plus être dépendant des développeurs, SIDO, comprendre le vocabulaire des devs, entre autres. On va évoquer tous ces sujets. Le no-code, tu fais bien parce que effectivement, c'est un sujet important, une corde importante pour les product managers ces dernières années. Ce qu'on va faire très rapidement, c'est que on va être sur 3 sujets. On va être sur le sujet, un peu parcours de Stan, le fait d'être entrepreneur dans la tech, puis ensuite d'être devenu développeur. Qu'est-ce que ça raconte des besoins tech pour les product managers.
Deuxième thématique, ça va être un peu sur les connaissances techniques. Et là, on va un petit peu plonger dans des choses assez crues, assez techniques, sans rentrer non plus dans un niveau de détail trop important, on n'a pas le temps. Et puis, on va finir par la question des relations entre product manager et tech, qui est une relation fondamentale lorsque vous êtes product manager. C'est parti, allez, j'espère que c'est un programme qui vous met l'eau à la bouche. Bon, en tout cas, je suis chaud. Donc, ce qu'on va commencer par faire, Stan, c'est peut-être un petit peu que tu nous décrives Woojam, ce que tu as voulu faire, le produit, qu'est-ce que c'était? Cette boîte que tu as fondée après le SCP. Ouais. Donc, Woojam avait la vision qu'en fait, on voulait permettre à n'importe quelle personne qui sait jouer de la musique de pouvoir en jouer avec n'importe qui dans le monde, où qu'il soit, depuis chez soi. L'idée est venue à l'époque, en fait, 2010-2011, où il y a un site qui s'appelle Chatroulette qui venait de sortir, dont vous vous rappelez sans doute. Et en découvrant Chatroulette, après de tomber sur des gens un peu bizarres, je suis tombé sur un type qui faisait du djembé. Moi, il se trouve que j'avais une guitare à ce moment-là. On a commencé à essayer de jouer. C'était absolument inaudible, mais c'était une expérience incroyable. Donc, en quittant Chatroulette, je me suis dit, tiens, et si cette expérience n'avait pas été inaudible et qu'on avait effectivement pu vraiment jouer de la musique, bien s'entendre, être synchro, je me suis dit, ce serait trop bien. Et donc, c'est de là qu'est parti le projet. Du coup, l'idée, c'était de effectivement construire un produit le plus simple possible parce qu'on était dans un cas particulier d'une expérience qui prend du temps, quoi. Il faut être devant sa cam, s'enregistrer en vidéo. Parce qu'effectivement, contrairement à ce que je laissais entendre, au début, on voulait faire du live, mais c'était techniquement pas possible. Donc, on a fait de l'asynchrone. Donc, je m'enregistre en train de faire une vidéo, je la publie. Quelqu'un va voir cette vidéo, va s'enregistrer par-dessus et republier les deux en même temps, qui sont synchro du coup. C'était vraiment asynchrone. Justement, enfin, tu rentres dans des termes déjà un petit peu techniques, asynchrone. On est sur voilà, un produit qui te donne la possibilité de jouer. Enfin, je grossis un petit peu je caricature le propos un petit peu volontairement, mais un produit qui te permet de jouer avec différentes bandes de musique en orchestration, en live. Donc un produit assez technique en réalité, pour quelqu'un qui ne connaissait rien à la tech, au développement, même au product management, qui sort de l'ESCP. Tu t'es retrouvé face à des problématiques tech, à devoir embaucher des développeurs et à travailler avec des développeurs. Comment ça a été dans les premiers temps? Au début, c'était génial parce que tu te dis qu'il y a un truc auquel tu imagines et qu'en fait, il y a des gens sur cette planète qui existent et qui savent le fabriquer, le transformer en code et le réaliser en produit. Donc, c'est assez fascinant. Donc, c'est par cette porte d'entrée en fait, que j'ai été confronté au développement. Alors, ça ne peut pas du tout dire que j'ai appris comment ça fonctionnait, mais voilà, j'ai été confronté à devoir recruter des devs, à devoir… et le problème, c'est que sans rien connaître de tout ça, c'est compliqué de recruter des devs, de jauger du niveau, de savoir même quels sont les types de technos qu'on va être amené à utiliser. Tout ça, il a fallu un peu l'apprendre de la manière dure et de faire des tests, des essais et de voilà, prendre du temps en fait, pour arriver à un premier prototype. Ouais. Mais du coup, la relation était intéressante parce que je pense que la vision, l'idée du produit, la proposition de valeur était très claire. Ouais. Il y avait une proposition de valeur très claire sur le produit. Et du coup, facile à communiquer à un développeur. Et du coup, les échanges, quand parfois ça pouvait devenir un peu plus technique, en fait, moi, mon seul moyen de communiquer avec le dev, c'était toujours de revenir à du fonctionnel, quoi. À du qu'est-ce qu'on veut voir s'afficher sur la page. Et plus tu discutes de ça, plus il y a des termes qui apparaissent, API, il y a des contraintes de base de données. Enfin, il y a plein de termes petit à petit qui arrivent. Et ma chance, ça a été d'entendre parler de ces termes dans un univers et un concept qui était un produit que j'avais imaginé, avec une proposition de valeur très, très claire. Donc, ça permet de donner un contexte et une résonance à tous ces termes techniques, peut-être de mieux les appréhender. J'étais tellement amoureux de mon produit que quand on me parlait de trucs techniques, je demandais une explication un peu plus en français, mais du coup, je savais que j'allais retenir ce que ce terme technique allait vouloir dire plus tard.
Donc, la curiosité, alors ça, c'est hyper important, on va revenir dessus, mais la curiosité quand vous êtes entrepreneur ou product manager, la curiosité de se poser à côté des développeurs et de leur poser plein de questions sur leur métier. Mais voilà, tu es entrepreneur, tu travailles sur ton produit, mais tu n'es pas tech, tu es no tech. Mm. Ma question, c'est qu'est-ce que tu rates? Qu'est-ce que tu rates quand tu es entrepreneur et que tu es no tech, quoi? Je pense que c'est surtout une perte de temps, en fait. Après, bon, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire être tech. Pour moi, être tech, ça ne veut pas dire être dev. On peut être tech, avoir une culture générale tech, sans coder, et qui est largement suffisante pour parler à des devs, pour comprendre un peu ce qui se passe, et avoir une idée un peu de ces gros enjeux-là. Donc, tu dis perte de temps. Perte de temps, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À quel niveau tu perds du temps? Tu perds du temps parce que tu vas avoir beaucoup plus de mal à comprendre des contraintes techniques, par exemple, exposées par un développeur. Tu vas, c'est beaucoup de paraphrases, tu vas essayer de décrire des choses qui, en fait, il y a un mot qui existe, tu crées une API, tu crées un endpoint, voilà, utiliser des termes techniques qui disent exactement ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu sais exactement sous le capot comment c'est construit, comment ça marche, mais tu vas utiliser les bons termes, donc tu vas les comprendre quand ils te sont utilisés par les devs avec qui tu travailles, tu vas savoir quoi demander, tu crées de l'empathie, tu crées de la compréhension, une meilleure communication entre celui qui code et celui qui conçoit. Donc, tu vas plus vite, tu te comprends mieux et au-delà d'aller plus vite, je pense que faire l'expérience de cette empathie dans une équipe fait que tu vas plus facilement t'entendre, tu vas plus facilement être aligné sur une vision et tu vas aller vraiment à l'essentiel, quoi. Donc, je dirais surtout une perte de temps, je pense. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? Dites-le nous dans la chatroom. Essayez de nous décrire un petit peu les barrières quand vous n'avez pas de culture tech pour vous, lorsque vous travaillez avec des développeurs. Donc, si je résume, tu comprends pas les contraintes techniques, tu ne sais pas quelles sont tes options que tu as sur la table et que tu pourrais utiliser pour améliorer ton produit. Et il y a une question aussi de relation et d'empathie que tu as du mal à créer avec tes développeurs. Et je rajouterais, toi, tu as de la chance parce que tu es un gars cool, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, tous les entrepreneurs. Et il y a une donnée qui remonte, une quatrième donnée, qui est celle de la méfiance. Moi, j'ai beaucoup vu ça d'entrepreneurs qui ne savent pas coder et qui, du coup, ça crée une relation de méfiance avec des devs. Et tout ça, ça impacte la vitesse de déploiement de ton produit, les relations au travail. Voilà. Donc, ça me paraissait important de mettre, de parler un petit peu de ça, de qu'est-ce qu'on rate quand on n'est pas tech. On a une question. Comment acquérir cette culture tech? Vous recommandez des formations précises? Alors, on va revenir dessus. Maestro. Dorian, le langage de base n'est pas le même. Certaines définitions de concepts ne sont pas facilement transposables, explicables en low-tech et en no-tech. Ouais. Le langage n'est pas... T'en penses quoi, Stan? Oui, évidemment. Maintenant, c'est plus, ça va aussi être une manière de se sentir, connaître certains mots de jargon, certains concepts, savoir ce qu'ils veulent dire sans rentrer dans le détail. C'est aussi une manière de se sentir plus à l'aise pour avoir une conversation tech avec un développeur. Et que même quand on va être dans des outils de no-code, par exemple, c'est pas parce qu'au moment où tu l'utilises, tu n'écris pas de ligne de code qu'il n'y a pas des concepts software qui existent. Il y a une base de données, il y a des endpoints d'API, il y a des composants front web. Donc, effectivement, tout n'est pas parfaitement transposable, mais acquérir ce jargon, acquérir cette culture-là, c'est pour moi quelque chose qui va faciliter les interactions, va soi-même en tant que product owner. Moi, à l'époque, il y avait terriblement le syndrome de l'imposteur. C'est je suis rien, j'ai rien fait, j'ai une idée, il faut que je le fasse. Moi, le seul truc sur lequel je pouvais me reposer, c'était ma passion pour l'idée, le produit. Donc, c'est aussi une manière de créer des interactions, se sentir un peu plus à l'aise, être capable de comprendre des choses que vont être… un développeur qui va avoir une conversation on va dire en français sans rentrer dans la tech et qui, à un moment dans une phrase, va employer un terme technique, si on ne l'a pas, ça va nous faire bugger pendant les 5 minutes d'après. On va essayer de dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi le mot? Et après, ça crée de la friction. Donc, ce n'est pas du tout impossible,
Mais disons que d'avoir un petit peu de culture tech, ça permet de limiter les frictions et de vraiment optimiser sa communication et sa compréhension entre des gens qui n'ont pas vraiment le même quotidien. Dans la formation, j'aime bien utiliser cette image du poète perse Rumi qui dit que la vérité est un miroir éclaté dont chacun possède une partie. Ce qui est intéressant quand on est produit et qu'on se crée une culture tech et qu'on comprend ces concepts, c'est qu'on se donne la possibilité d'aller comprendre ce bout de la vérité détenu par la tech et du coup d'avoir une vision un peu plus globale de ce qui se passe et de mieux avancer et mieux communiquer avec les devs. Alors, pour commencer un petit peu à répondre à ta question, Arnaud, on a un peu commencé en citant premièrement la curiosité, déjà cette nature que tu as besoin de développer. C'est la curiosité qui va t'amener à comprendre ce que c'est que les API, à aller lire des documents d'API, à aller sur GitHub, à aller sur Stack Overflow. Je pense que tu as évoqué quelque chose d'hyper important, Stan, qui est le fait de prendre du plaisir à construire ton produit et à le construire avec les développeurs. Je pense que c'est… faut vraiment pas voir ça comme une contrainte, il faut voir ça comme un… Moi, j'ai eu la chance de passer par une étape apprendre le code. Et je vous assure que c'est quand tu mets un pied dedans, tu te rends compte qu'il y a un océan qui s'ouvre. Et c'est un vrai plaisir de rentrer dans cette communauté, dans cette culture et dans ces concepts. Et justement, alors, Peut-être juste sur la partie pour acquérir cette culture tech d'un point de vue très, très concret, très, très pratique, pardon. Ouais. Moi, ce que je peux recommander, c'est de voir des talks de CTO. En général, les talks de CTO, ils sont… alors, il y a de la technique, forcément, on parle de tech, mais on ne rentre pas forcément dans des détails, dans des implémentations, dans des conversations imbitables tech, quoi. Il y a une vision un peu plus globale, holistique chez un CTO parce qu'il a tous les autres enjeux auxquels il doit être familier, les enjeux business, produits, etc. Donc, les talks de CTO qui vous racontent des histoires qu'ils ont pu vivre, souvent, c'est un bon moyen de se confronter à des discussions, à des problématiques, à des considérations tech sans se dire il faut que j'apprenne à coder pour comprendre tous les trucs qu'il va m'expliquer. Non, il n'y a pas besoin. Alors, donc, justement, qui est engineering, lead, CTO, ce genre de talk, tu tapes talk CTO et tu vas en trouver plein. Et c'est une bonne manière de se familiariser aux enjeux, aux concepts, au jargon. De tout ça, quoi. Justement, sinon, les meet-ups, en général, les meet-ups, c'est aussi un bon moyen de se familiariser. À l'époque, je me rappelle, moi, j'allais à des meet-ups de dev. C'était aussi pour recruter des devs, mais c'était aussi pour entendre les termes, pour entendre les trucs. Justement, on va rentrer dans tout ça. J'ai l'impression d'être un Ali Badou, tu sais, on va rentrer un peu dans tout ça. Et là, on va rentrer dans la partie un peu technique. Donc, les connaissances techniques à avoir. On va essayer de prendre un petit peu… je vais te poser plusieurs questions. On va essayer de, parfois, quand c'est pertinent, prendre l'exemple de ce que tu faisais au Bon Coin, chez Le Bon Coin, pardon. Déjà, quand on parle de contraintes techniques, on parle de quoi exactement? Comment est-ce que tu définirais ça, toi? Vaste sujet. Tout et rien peut être contrainte technique. Comment répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte technique? C'est que tu as envie de faire quelque chose et il y a Ouais. Pourquoi c'est un des terme qui éléments revient qui souvent t'empêcher dans de le le faire développement comme tu veux produit? le faire. Ouais. Comment? Pourquoi c'est un terme qui revient souvent dans le développement produit? Parce que quand on pense produit, quand on imagine la vision de son produit, de sa feature, on veut imaginer le meilleur des mondes. On veut que dans notre homepage, il y ait de notre super plateforme de vidéos, qui est un super algo qui vient nous proposer des vidéos en fonction des recommandations et qui, à chaque fois qu'on fait un nouveau truc, va prendre en compte… Donc, on imagine le meilleur des mondes. Et quand on confronte ce meilleur des mondes, c'est bien de l'avoir, cette vie. C'est vraiment une vision, un idéal. Et quand on la confronte à une réalité de delivery, ce n'est pas juste tech. C'est qu'est-ce qu'on est capable, quelle quantité de features on est capable de produire aujourd'hui. Donc, la contrainte, c'est déjà combien de devs sont présents dans la boîte et quel est notre rythme de delivery. Ensuite, il y a qu'est-ce qui est faisable ou pas faisable. Nous, à l'époque, pour l'exemple de la boîte ou Jam, donc il fallait que les vidéos, même si elles étaient enregistrées séparément, qu'on les fasse jouer en synchro. Donc là, pour le coup, il y avait une contrainte technique qui est une contrainte universelle, qui est que le temps de latence d'une donnée, d'une data d'un point A à un point B ne peut pas aller plus vite qu'une certaine vitesse.
Et donc, en l'occurrence, le niveau de l'infrastructure Internet dans lequel se délivrent les données faisait que on allait forcément avoir un micro-décalage. Donc, on devait composer avec cette contrainte technique qui nous disait, les gars, vous n'aurez jamais 0 millisecondes quand vous allez jouer les vidéos en même temps. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on peut la contourner, comment on peut… Nous, en l'occurrence, on a réalisé qu'en dessous de 15 millisecondes, de 20 millisecondes, on n'entendait pas la différence, on n'entendait pas le décalage. Donc, jouer avec les contraintes, voir si on peut les contourner et essayer de faire au mieux. Il y a deux éléments que tu as évoqués dans la réponse à la question sur les contraintes techniques que je trouve hyper pertinents. La question du risque lié au fait de développer un produit, lié à la faisabilité en fait, lié à la faisabilité côté développement produit. Et ça, c'est un des risques. On voit pas mal les risques du product management chez Maestro. Notamment le risque d'usabilité, le risque de valeur autour d'un produit. Est-ce que ça délivre véritablement de la valeur? Le risque de faisabilité est un risque hyper important. Et la seconde partie, c'est le temps. Quand vous travaillez dans des boîtes hyper agiles qui doivent mettre en place des produits, les tester sur les marchés, les lancer, etc., vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de mettre en place des développements produits en waterfall, des trucs qui vont prendre énormément de ressources et de temps, quoi. Plus les développeurs, ça coûte cher. Arnaud, merci à vous deux pour votre réponse. Mais cette curiosité tech, après je te laisse Pierre, je te promets, mais cette curiosité tech, lecture, Talk CTO, sera-t-elle suffisamment vendable pour les entreprises et espérer décrocher un poste par rapport à une formation certifiante? Alors, on revient sur la formation, intéressant. C'est une bonne question. Je pense que tu ne dois pas vendre le fait que tu regardes plein de talks de CTO. Ce que tu dois vendre, en fait, c'est plus, tu as entendu des concepts, donc tu sais en parler. Donc, en entretien, tu vas dire, par exemple, comment vous gérez la dette technique dans votre roadmap produit. À partir du moment où tu poses cette question, parce que tu as vu un talk qui parlait de gestion de dette technique, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact en termes de la roadmap produit, en fait, ça montre que tu t'intéresses, que tu as une culture tech, que tu te poses les bonnes questions. Donc, ne dis pas « je regarde des talks », pose les questions que ces talks, toi, te suscitent, te suggèrent quand tu es confronté à une boîte. Le but étant, en entretien, évidemment, de se vendre, mais de montrer que tu t'intéresses à la boîte, que tu sais te poser les bonnes questions. Ouais. Donc, si tu poses les bonnes questions, ce sera beaucoup plus valorisant que de dire « j'ai fait telle formation, j'ai vu tel truc, etc. etc. » Incarne le fait que tu alimentes cette culture tech. Alors, en parlant de poser des questions, moi, je vais avoir une liste de questions un peu techniques. Je peux vous envoyer cette liste-là, justement, après. Et je pense que c'est vraiment les questions à se poser. Et c'est les choses qu'on évoque vachement dans ton cours sur la tech pour les product managers chez Maestro. Déjà, la première question, est-ce que Internet et le web, c'est la même chose? Alors, dans le langage courant, oui. Littéralement, non. L'Internet, c'est l'infrastructure, c'est les câbles, c'est les serveurs qui sont reliés par les câbles. Ouais. Et le web, c'est tout le contenu qui circule à l'intérieur et sa manière de circuler. Au quotidien, on va utiliser l'un comme l'autre, on ne nous en voudra pas. Ce n'est pas très grave. Ok, bon, ça c'est un peu pour la culture, hein. C'est le truc un peu sympathique. Si on rentre un petit peu dans ce qu'on voit au quotidien, on parle souvent de front-end développeur, de back-end développeur, de logique de front-end, de logique de back-end. C'est quoi la différence entre front-end et back-end? Alors, le back-end, ça va être tout le domaine du développement qui touche à ce qu'il se passe côté serveur. Donc, ça va être les données, le modèle de données, comment sont architecturées vos différentes données. Ouais. D'un côté, ce qu'on va appeler la partie modèle, et il y a la partie qu'on appellerait un peu plutôt contrôleur, qui est la partie la logique métier. Donc, typiquement, quand je fais, il y a une action, un bouton qui a été appuyé quelque part sur le site, ça va taper le serveur en question. Donc, typiquement, je suis sur YouTube, je mets le pouce en l'air sur la vidéo YouTube. Tout ça, c'est la partie front-end. Le moment où j'ai appuyé sur le bouton pouce en l'air sur YouTube,
il y a une requête, il y a quelque chose qui va se passer, qui va aller toucher le code back-end de YouTube et qui va dire, tiens, il faut que tu incrémentes le nombre de pouces en l'air de ce truc-là. Il faut que tu mettes à jour dans la base de données tel ou tel élément, peu importe. Donc, c'est tout ce qui se passe un peu sous le capot qui a trait aux données, à la manière dont ces données sont mises à jour ou sont mises à jour. Et alors, ouais, excuse-moi Pierre, vas-y. Ouais, non, mais justement, front, back, tout ça se parle et je pense que ça peut être le moment aussi de revenir sur le CRUD. Donc, c'est à peu près les actions de base qui peuvent être réalisées entre ces deux entités. Je ne sais pas si tu peux du coup un peu nous en Ouais, parler. bien sûr, bien sûr. Alors, juste pour terminer sur le front-end, donc on a dit back-end, c'est toute cette partie-là, un peu ce qui se passe sous le capot, les données, comment elles sont mises à jour, etc. Le front-end, c'est deux choses, c'est l'interface, le design, et c'est aussi le fait d'émettre des requêtes au serveur et de les recevoir. Donc, c'est le traitement, ce qu'on appelle les requêtes HTTP. Donc, c'est au moment où j'appuie sur un bouton m'inscrire sur un site, il y a une requête qui va être émise. Après, il va se passer quelque chose côté serveur et qui va être renvoyé sur l'interface. Donc, le front-end, c'est à la fois le design et l'envoi et la récupération de données du serveur. Le back-end, c'est la transformation des données en fonction d'actions qui sont faites côté front-end. C'est pour ça que le front-end, on appelle ça client versus back-end côté serveur. C'est le client qui demande des informations, qui demande des choses. Comme si on était chez McDo. Exactement. Donc, le front, voilà, ça va être c'est ce que vous voyez quand vous allez sur un site Internet, pour faire très simple. Front-end, back-end, HTTP, question de Pierre hyper importante, le CRUD, C-R-U-D, de quoi est-ce qu'on parle? Ça, c'est aussi un autre concept important pour les product managers. Alors, c'est intéressant de le savoir. J'aime bien dire qu'il y a 4 verbes qui définissent toutes les actions qu'on peut faire sur une donnée. Et ces 4 verbes correspondent aux initiales de CRUD. Donc, C pour create, R pour read, U pour update et D pour delete. Donc, sur une donnée, sur un modèle de données, on peut ou bien créer un nouvel exemplaire de cette donnée. Donc, si par exemple, on est dans des utilisateurs, je peux créer un nouvel utilisateur. Tu as un exemple chez Le Bon Coin? Bon Coin, je m'inscris, je crée mon compte, ça va créer un nouvel utilisateur. Quand je vais vouloir, par exemple, voir la liste de tous les gens qui me follow, alors on ne peut pas follower sur Le Bon Coin, mais si on prend un autre exemple, je vais lire, donc je ne suis pas en train de modifier de la donnée, je suis en train de lire un ensemble de données qui sont quelque part dans la base de données, qui correspondent à tous mes followers. Donc, je récupère de la donnée. Update, je mets à jour de la donnée. Donc, ce n'est pas de la création. La donnée existait déjà et je vais aller la modifier. Donc, quand je modifie mon email sur un site, par exemple, je suis en train de faire une action à un moment donné d'update et delete pour supprimer une donnée complètement d'une base de données. Donc, c'est 4 actions un peu fondamentales qui sont… voilà, on dit le pattern CRUD, c'est les 4 actions principales qu'il peut y avoir sur tout modèle de données, sur tout objet de données. Hello, pardon, je peux poser une petite question? Bien sûr, Emmanuel. Moi, j'apprends, je découvre un peu tout ça. Je fais une formation de code et une formation de produit en même temps. Et alors, c'est pas encore hyper clair pour moi, justement, comment on intercale le front et le back. Si par exemple, tout bête, tu donnes l'exemple de je récupère une liste de followers, ça fait appel au back aussi, du coup, j'imagine, puisqu'il faut aller chercher dans les serveurs la data de qui sont mes followers en ce moment. Tout à fait. Donc, tu envoies une requête avec ton JavaScript. Oui. Il va parler avec, je ne sais pas quel langage, mais ton langage du back-end, qui va aller te renvoyer la donnée. C'est comme ça que ça se passe? Alors, la requête, c'est une requête HTTP. Donc, ça va être écrit effectivement dans le JavaScript. Donc, cette requête, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'Instagram. Quand il y a le nombre de followers, on clique dessus, on a une liste. Okay. Au moment où je clique sur le numéro de mes followers, le nombre de mes followers et que la liste s'affiche, qu'est-ce qui se passe? Quand je clique sur ce bouton, il va y avoir une requête HTTP qui va être émise. Donc, c'est une demande du client. Le client, c'est votre téléphone. Ça va faire une demande qui va aller taper le serveur Instagram et qui va être capable de savoir dans le serveur Instagram quel est l'endroit où il y a vos followers à vous. Ça va demander au serveur Instagram « Hey, coucou, voilà, moi, je m'appelle Stan. Voilà mon compte Instagram. J'ai envie de voir la liste de mes followers. Est-ce que tu peux me trouver ça dans la base de données ?» Donc, ça, c'est une requête de read, de lecture. Donc, ça va aller dans le back-end d'Instagram qui, à un moment donné, a codé les choses de telle sorte qu'il soit capable de comprendre
cette demande d'avoir une liste de gens, de lire de la donnée dans les bases de données. Une fois que le serveur d'Instagram a bien récupéré cette liste et que ça avait du sens, que tu n'as pas demandé n'importe quoi, ça va émettre une réponse HTTP, donc qui sera l'équivalent de la requête, mais dans l'autre sens. Le téléphone au serveur, c'est la requête HTTP. Le serveur reçoit cette demande. Je veux une liste de gens avec un certain critère. Il fait sa petite tambouille dans son back-end. Une fois qu'il a la liste, il renvoie une réponse HTTP avec la liste de tous ces gens. Et cette liste de tous ces gens qui est brute à ce moment-là, c'est juste une liste de données, va être affichée par le front-end un peu plus joliment de la manière dont on le voit sur Instagram. Alors, si tu me le lances, Emmanuel, il est parti. Hein. Il est parti pour toute la soirée. Moi, j'aime bien les trucs concrets comme ça. Faut pas me le lancer comme ça, s'il te plaît. Non, je plaisante. C'est une question hyper intéressante. Tu fais la formation Maestro produit? Non, Lyon. Yes. Alors, tu as parlé de beaucoup de choses. Il y a la question des langages de programmation. Donc, on a parlé de JavaScript, c'est très bien. Il y a différents langages de programmation. Sans rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de langages, je sais pas, et de leur utilité sur les différentes couches peut-être du front? Tous les langages dans le monde et tous ceux et précisément à quoi ils sont meilleurs. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que la plupart des langages de programmation ont des concepts qui sont similaires, quel que soit le langage. Il y a des grands concepts en fait, qui sont des concepts du software, de la programmation, qui ne dépendent pas d'un langage ou d'un autre. Donc, c'est en ça que c'est quand même intéressant d'avoir certaines notions. Je pense que même dans les explications, là, ça paraissait peut-être un peu complexe. Mais en vrai, avec des schémas, c'est assez simple. Et voilà, la plupart des langages ont des fonctionnalités qui sont similaires. Maintenant, il va y avoir des langages qui sont plus forts pour traiter beaucoup d'informations en temps réel, pour faire de très grands calculs. Donc, Python est très, très fort pour ça. Il va y avoir des langages qui vont être capables de faire des choses très, très bien, plusieurs actions en même temps. Donc, paralléliser, ce qu'on appelle paralléliser des process. Go est très, très bien pour ça. Bon, voilà, il y a plein de langages. Donc là, je parle de langage back-end. Hein. Il y a des langages qui ont des concepts globaux de programmation qui sont les mêmes et qui vont avoir des spécificités qui vont être plus performants dans certains cas que d'autres. Donc voilà, après, c'est en fonction justement de ce que vous avez envie de faire à tel ou tel endroit du site. Vous allez utiliser tel ou tel langage. Vous allez aussi utiliser des langages… Excuse-moi, Stan, sur une plateforme web classique, hein, comme Le Bon Coin, qu'on connaît tous, tu vas avoir, si je ne me trompe pas, de l'HTML, du CSS, du JavaScript. Côté front-end, oui. Côté front-end, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, HTML et CSS, ce ne sont pas des langages de programmation. Ce sont des langages… Pourquoi? Parce que dans le langage de programmation, il y a toute cette logique de programmation, donc d'écriture de fonctions, d'écriture de variables, tout ce genre de considérations-là, qui n'existe pas dans HTML et CSS. HTML, c'est une représentation d'une page web. Donc, il n'y a pas de notion de fonctionnalité. C'est ce qu'on voit, je le décris en HTML. Le CSS, c'est le fait de mettre du style, de mettre du design, des couleurs, des tailles de police, du positionnement sur ces éléments HTML. Donc, c'est deux langages qui sont très importants. On parle de langage, mais on ne va pas vraiment parler de langage de programmation à proprement parler. Un langage de programmation, il programme des choses. Donc, on écrit des fonctions, on écrit de la logique algorithmique, on définit des variables, etc., etc. Les langages de programmation sont essentiellement utilisés côté back-end, mais le JavaScript, qui est un langage de programmation, est utilisé à la fois côté back-end et côté front-end. La différence, c'est que côté back-end, on n'est pas obligé d'utiliser du JavaScript. Côté front-end, on est obligé d'utiliser le JavaScript. Le navigateur, qui est l'outil qui est capable de lire du code et le transformer en une interface, lui, il sait lire du JavaScript, HTML, CSS. Il faut savoir que si vous êtes product ou que vous allez le devenir, vous allez être confronté un peu à toutes ces problématiques parce que typiquement, dans une squad, vous bossez avec des devs front-end, back-end, des data scientists qui vont coder en Python et d'autres types de développeurs. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer ce que c'est que la dette technique? C'est un concept qui revient tous les sprints quand on fait du produit. Ouais, c'est hyper important, la dette technique. La dette technique, on pourrait définir ça en disant que
c'est toutes les… alors, ou bien les mauvaises pratiques parce qu'on n'avait pas le temps de faire les bonnes pratiques, ou bien du code qui n'est pas forcément très, très expliqué, très optimisé, mais ça marche quand même, mais disons qu'il y a quelques petits défauts. Donc, c'est le cumul de l'ensemble de ces choses-là. C'est quoi les bonnes pratiques, par exemple? Bonne pratique, c'est d'écrire des tests. Écrire des tests, c'est du code qui teste du code. Alors, dans le monde des agences, le client final a tendance à dire « mais vous avez besoin de tester votre code, vous n'êtes pas suffisamment bon pour… » Ce n'est pas une question de ça, c'est une question que quand le code est testé, le code que je fais aujourd'hui, il est testé. Quand je vais faire une nouvelle fonctionnalité, on sera dans 2 ans, je n'aurai absolument aucune crainte que le code qui a été fait avant ne pète pas. Enfin, je n'aurais pas du tout peur qu'il pète, que tout a été testé. Et à chaque fois que j'ai rajouté une nouvelle brique, tout a été testé jusque-là. Maintenant, il y a des moments où on n'a pas forcément le temps d'écrire tous les tests qu'il faudrait écrire. Donc, on fait une petite impasse sur ça. Et c'est un moment typique où on crée de la dette technique. Donc, ce n'est pas quelque chose en soi de mauvais d'avoir de la dette technique. En fait, on n'y échappe pas. On en a toujours. Ce qui est important, c'est de la surveiller, d'être conscient que, bon, OK, là, il fallait qu'on aille un peu plus vite. Donc, on n'a pas optimisé cette partie. On n'a pas bien documenté. Il faut en avoir conscience. Il ne faut certainement pas le mettre sous le tapis. Donc, ce n'est pas grave d'avoir de la dette. Ce qui est grave, c'est de ne pas avoir conscience de son évolution et en fait, de ne pas se rendre compte que, de ne pas accorder suffisamment de temps au quotidien pour pouvoir la résorber. Donc, c'est important quand on est au produit d'avoir conscience de la stabilité de sa plateforme, du fait qu'il y a ou pas beaucoup de dette technique, qu'elle grossit, qu'elle diminue, et de faire en sorte de se dire, OK, si là, on voit qu'elle grossit beaucoup la dette technique, si on n'est pas un peu frileux quand on fait de nouveaux développements, parce que justement, il y a plein de codes qui n'ont pas été testés, on essaie d'accorder du temps sur le fait de résorber cette dette technique. Et ça, c'est souvent un trade-off. On parlait de contraintes techniques et de trade-off à faire quand vous faites du produit. Souvent, vous allez avoir besoin de faire un trade-off entre avancer dans vos fonctionnalités, créer du produit, créer de la valeur pour vos utilisateurs et votre entreprise, et faire gaffe à cette dette technique qui s'accumule, ce legacy, et qu'on a besoin de résorber. Dorian, on va revenir sur ta question des compétences. Juste avancer, on va pas j'ai la liste des questions, je pourrais vous l'envoyer, et la liste des concepts qui nous paraissent importantes à connaître quand vous faites du produit et beaucoup plus. Mais on ne va pas tous les évoquer, on va peut-être en évoquer encore 2-3 parce que le temps fuit. Et peut-être ce concept si important d'API. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'API? Alors, API, ça veut dire Application Programming Interface. Donc, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Une API, c'est un accès à des données ou des fonctionnalités d'un site. Ça peut être l'API de son propre site. Donc, si j'ai envie de me créer un compte utilisateur sur mon front-end, ça va aller à un moment donné taper, émettre, donc on l'a dit tout à l'heure, une requête HTTP qui va aller taper dans le back-end à un endroit. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin par exemple, si on prend, je ne sais pas si tu as un exemple en tête, mais l'API d'Algolia, tiens. Alors, donc, voilà, ça c'est un autre cas. Tu utilises l'API pour communiquer entre back et front. C'est cette interface qui te dit, sans avoir besoin de connaître le langage de programmation du back-end, c'est une liste de commandes qui permet au front-end de récupérer de la donnée ou d'en demander, ou d'en pousser, ou d'en créer. Oui. Il y a le concept d'API, en fait, il peut aller au-delà de juste back et front. On peut utiliser les données ou les fonctionnalités d'un service qui n'est pas le nôtre et incorporer ces données dans notre service. Donc, typiquement, un service comme Algolia, qui permet qui est un outil de moteur de recherche intelligent, on peut utiliser l'API d'Algolia pour fabriquer côté front-end son propre visuel, on va dire, de moteur de recherche, mais les fonctionnalités qui vont faire de l'autocomplete, qui vont faire ce genre de choses, c'est Algolia qui s'occupe de les faire pour nous. Donc, on va aller taper toute cette intelligence d'Algolia en tapant l'API d'Algolia. Donc, à un moment donné dans le code, il y a un truc qui va dire
va chercher, appelle Algolia, qui du coup va avoir accès à ce moment-là à ma base de données, qui va être capable justement d'offrir des fonctionnalités comme l'autocomplete. Donc, API, ça va être un accès à des données ou un accès à des fonctionnalités. Ça peut être ses propres données, ses propres fonctionnalités quand on fait le front-end de son propre back-end, ou ça peut être utiliser des données ou des fonctionnalités d'autres sites. Google Maps, c'est un exemple extrêmement connu aussi. Je veux mettre une petite carte Google Maps sur mon site pour mon restaurant. Je ne vais pas recoder une carte de zéro, ça n'a aucun sens. Je vais utiliser... Et Google Maps, en plus, me met à dispo une API qui me permet d'utiliser et d'incorporer dans mon site une fonctionnalité, en l'occurrence le fait d'afficher une carte avec des points dessus. Alors, dernière question un peu technique. Ensuite, on arrête de vous embêter. Je vois des visages qu'on embête un petit on a peu. quelqu'un qui nous demande ce que c'est qu'un test de code. Ouais. Peut-être intéressant. Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu. Caroline, excuse-moi. Alors, le test, c'est aussi le concept de testing. C'est très important dans le dev, mais pas que dans le dev, parce qu'en fait, c'est très, très vaste le test. C'est un truc qu'on voit dans le deuxième jour du cours. Encore une fois, on l'a dit, on ne teste pas parce qu'on a un doute sur son code. On teste pour avoir l'assurance que plus tard, quand on fera de nouveaux développements, ça ne va pas péter des anciens trucs. Il y a du test qu'on va appeler unitaire. Donc, c'est vraiment du code qui teste une fonctionnalité à un moment donné dans le code et vérifier qu'elle ne fait pas n'importe quoi. Mais le test dans une équipe, dans une feature team par exemple, ça va aller à un niveau beaucoup plus macro qui va être, OK, on a développé la fonctionnalité, à la main, je vais aller tester que quand je clique sur ce bouton, il se passe bien ça à la fin. Est-ce que c'est ce qu'on appelle du recettage? Oui, tout à fait. Alors, cette partie du test, c'est du recettage, c'est-à-dire que la fonctionnalité est prête à être mise en ligne. Elle n'est pas encore en ligne, mais elle est prête à être mise en ligne. On va la tester à la main, on va faire la recette. Et si ça fonctionne bien et qu'on n'a pas pété d'autres trucs à côté, bah à ce moment-là, on dit OK, c'est validé, le test est validé, on sort la feature, on la met en ligne, disponible pour tout le monde. Donc, la notion de test, c'est une palette très, très large qui peut être très, très unitaire, très, très proche du code, où c'est vraiment du code qu'il faut écrire pour tester du code. Donc, ça, c'est très important de le faire. C'est les devs qui le font, ils le savent. Il y a plusieurs niveaux de test de code à proprement parler. Et il y a toute la partie test avant release, où on va tester une fonctionnalité à la main. Donc, ou bien c'est le PO qui le fait, ou bien c'est ce qu'on va appeler des QA analystes, Quality Assurance Analyst, qui peuvent le faire. Ça peut être aussi des devs qui vont le faire. Tout dépend de l'organisation, de la culture de l'équipe dans laquelle on est, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait une vérification que ce qui part en prod fonctionne bien. Et le simple fait d'écrire des petits tests de code n'est pas forcément suffisant. Donc, c'est important d'avoir cet éventail de tests, ce process, cette mentalité, ce mindset de test, aussi bien au niveau unitaire d'une fonction dans le code qu'au niveau un peu plus global. La fonctionnalité est prête, on va la tester et vérifier que ça fonctionne bien. Alors, dernière question peut-être un petit peu technique. Ensuite, on passe à la dernière partie. On revient sur la relation entre tech, product manager, puis les questions de compétences. Très rapidement, c'est cette notion de Git et de GitHub. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, Git et GitHub sont deux choses différentes, effectivement. Pour faire simple, Git, c'est une méthode de travail pour pousser du code, pour faire du code. Et GitHub, c'est une plateforme qui s'appuie sur cette méthode Git et qui est en ligne et qui permet à des développeurs de collaborer ensemble. Parce qu'en fait, quand on est plusieurs développeurs sur une code base, sur un site, il ne faut pas qu'il y en ait un qui fasse une fonctionnalité qui va rentrer en conflit avec un autre dev qui code une autre fonctionnalité. Donc, en fait, pour pouvoir pousser chacun du code en même temps, il faut qu'il y ait une manière de s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre les différents morceaux de code qui vont être poussés. Et il faut aussi créer des process qui permettent aux développeurs de reviewer, de regarder le code des autres, non pas pour espionner ou quoi que ce soit, mais parce que faire des code reviews, déjà, ça aide les gens, les devs, à mieux comprendre la manière de développer de chacun, de mieux comprendre des parties du site qu'ils n'auraient peut-être pas touchées avant. Ça crée aussi de la communication entre les devs et ça permet de rajouter un filet de sécurité sur il y a du code qui a été mis, OK, mais il a été vérifié par d'autres devs, donc j'ai un peu de sécurité. Donc, GitHub, c'est la plateforme web
alors il n'y a pas que elle, hein, il y en a d'autres, GitLab, etc. Des outils qui sont utilisés au quotidien par les devs pour pousser du code en ligne, se faire des reviews entre devs et pouvoir, une fois que tout est prêt, le déployer en prod. Et aller chercher aussi des bouts de code d'autres développeurs qui les mettent à disposition D'accord. d'open source. Il y a des... Ouais. Juste là-dessus, donc on a parlé de beaucoup de concepts, on a essayé de les définir un petit peu, de voir leur utilité, donner des exemples. C'est des concepts importants. Maintenant, si on regarde un petit peu, nous, dans notre travail de product manager, jusqu'où est-ce qu'on a besoin d'aller pour être un peu... pour être ISO avec les développeurs et savoir bien communiquer et que ça se passe bien, jusqu'où est-ce qu'on a besoin d'aller? Dorian parle de connaître SQL et le data crunching, par exemple. Alors, j'ai vu la question et je pense que la réponse est un peu différente sur les outils du dev que sur SQL, par exemple. Ouais. Peut-être d'abord sur ce qu'on vient de dire. Je pense qu'il ne faut pas chercher à être ISO avec un dev. Vraiment, ce n'est pas utile. Vraiment, ce n'est pas utile. Maintenant, de savoir que GitHub existe, de connaître certains des concepts, le commit, le push, les branches, en fait, de savoir ce que ces concepts veulent dire, ça va vous permettre, un matin, il va y avoir un stand-up et vous allez demander où vous en êtes à chacun des membres de votre équipe. Et il y a un dev qui va dire, bah, il y a mon dernier commit que je ne peux pas push parce qu'il est bloqué sur la branche de staging. Il va vous dire ce truc-là. Il y a un cas où vous n'êtes pas familier de ces concepts et vous allez dire en français, s'il te plaît. Et vous êtes en stand-up, donc vous allez peut-être perdre 3 minutes d'explication. Et comme on est dans l'urgence, peut-être l'explication ne sera pas claire. Et du coup, ça va créer une pesanteur, un moment de tension, en fait. Alors que ce même moment, si vous avez entendu de ces concepts et que vous savez de quoi ils parlent, peut-être que vous ne comprenez pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans une branche, comment ça fonctionne, comment les conflits se résolvent à l'intérieur du code. Peut-être que vous connaissez, mais ce n'est pas grave, parce que vous savez ce que le dev est en train de vous dire quand il vous dit cette phrase-là. En gros, il vous dit, moi j'ai fini ma partie, mais à un moment donné, il y a des tests qui ne passent pas chez quelqu'un d'autre. Donc, encore une fois, on peut s'en sortir sans connaître ces termes-là. Et je vais même te dire plus loin, en fait. Parce que si tu ne les connais pas et que tu restes dans une boîte, tu vas finir par les connaître. Parce que tu vas finir par les entendre, ces termes, et tu vas être de plus en plus familier. Donc, en fait, ce n'est pas une question de est-ce qu'il faut les savoir ou pas. On finit par les savoir. Mais d'essayer de prendre le temps à un moment donné pour les comprendre et de demander des explications et lire des articles dessus. Et c'est une manière, en fait, de gagner un temps qui est très précieux. Et c'est ce qu'on disait au tout début. En fluidifiant la communication, tu vas limiter les frustrations, tu vas comprendre à peu près où sont les blocages et du coup, tu te sentiras mieux. Et une phrase sortie comme ça par un dev, comme celle que je disais tout à l'heure, tu ne vas pas te sentir mal et frustré de ne pas comprendre ce qui se passe et tu ne vas pas être dans une situation un peu de je dois te faire confiance, tu as l'air de dire un truc important, je te crois et voilà. Donc, tu peux t'en sortir, mais tu gagnes un temps précieux et tu limites beaucoup les frictions et les tensions si tu connais quelques termes, quelques concepts. Ça ne veut pas dire que tu vas les utiliser toi-même au quotidien, tu vas coder toi-même, mais tu vas savoir de quoi on parle. Donc à la question, a-t-on besoin d'être technique pour être product manager? J'imagine que ta réponse c'est oui, mais pour être commis. Déjà, ça dépend. Si tu es product manager chez Algolia, ce n'est pas la même chose que si tu es product manager chez Kiabi. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a juste deux industries, deux métiers qui sont différents. Même si chez Kiabi, tu t'occupes du site web. Je pense que chez Algolia, si tu es product manager, tu dois avoir une connaissance des concepts tech quand même plutôt approfondie. Parce que tu as un produit qui lui-même est très, très tech. Plus tu vas aller vers des produits qui sont moins tech, où la tech, c'est plus le fait d'avoir une plateforme de e-commerce, par exemple, moins ça va être crucial d'avoir toutes ces connaissances-là. Néanmoins, dans un cas comme dans l'autre, ça va forcément te permettre de mieux comprendre pourquoi il y a un blocage, de mieux comprendre du coup comment débloquer une situation, de mieux communiquer avec tes devs. Chez Algolia, je pense que tu ne tiens pas si tu ne connais pas ces concepts-là. Ouais. Chez les autres, chez Kiabi, tu peux tenir, mais tu vas gagner un temps tellement précieux à pouvoir utiliser les bons mots et comprendre les phrases que tu vas entendre par un dev qu'il faut avoir une culture tech, on va dire une culture générale tech. Okay. Ce serait ça, être tech. Et comment apprendre à lire et utiliser GitHub? Je crois que sur Code Academy, il y a un cours GitHub. Ouais. Et il y a pas mal de choses sur Code Academy, effectivement, côté tech.
Il y a vraiment pas mal de choses. Faire des petites commandes, des petits trucs, c'est bien expliqué. Je crois que sur FreeCodeCamp, il y a aussi un cours sur Git, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin que faire ces introductions-là. Ouais. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément des outils, vous, en tant que PM, vous allez utiliser. Alors, ça peut, dans certains cas, c'est le cas, et c'est tant mieux. Mais de connaître, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une branche, qu'est-ce que c'est qu'un commit, qu'une review, ce sont des concepts qui, au-delà d'être les concepts qu'utilise un dev au quotidien, en tant que PM, va vous permettre de comprendre dans quel contexte, où en est le dev à ce moment-là et de pouvoir parler avec lui, quoi. Alors, on va vous envoyer ces 2 ressources. Côté tech, si vous sentez le besoin d'aller un peu plus loin. Évidemment, il y a Code Academy. Il y a One Month aussi, que j'aime beaucoup. Je vais vous l'envoyer dans le… Ah, bah, il y a un super lien là qui a été… Dans la chat room. Et oui, il y a un super lien aussi. Il y a One Month qui vous donne des mini-formations très rapides, très quick, d'1 mois sur divers sujets très, 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 très simples. Mais encore une fois, comme dit Stan, l'idée, c'est de savoir cette culture tech dont on a besoin pour être product manager. Et c'est pour ça que nous, on ne va pas jusqu'à coder chez Maestro. Justement, tu donnes des conseils pour monter en compétences, pour se former, pour être à l'aise, pour évacuer ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous donner des conseils aussi pour un peu bien travailler avec des développeurs au-delà de la communication? De quoi est-ce qu'on a besoin pour que ça se passe vraiment bien avec des devs quand on est product manager? Franchement, tu disais au-delà de la communication, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose au-delà de la communication sur ce sujet, quoi. Moi, le conseil que je donnerais, c'est quand tu rentres dans une boîte que tu es PM, c'est de te renseigner sur peut-être l'historique. Il y a plusieurs choses à faire. Je pense qu'une première serait de te renseigner sur un peu peut-être l'historique technique de la boîte. Est-ce qu'il est de notoriété publique dans la boîte qu'on a une énorme dette technique? Donc, du coup, pour faire une fonctionnalité qui peut paraître simple, ça prend beaucoup de temps ou pas? Est-ce qu'on a fait 2 grosses refontes, une il y a 2 ans et une il y a 10 ans? J'en sais rien. Essayez de comprendre le contexte, d'où vient la boîte. Je pense que c'est une première chose. Une autre chose qui est très importante, c'est de maîtriser le modèle de données de la boîte ou de l'équipe dans laquelle on est. Le modèle de données, donc ça va être le nom des tables dans la base de données, les relations qu'il peut y avoir entre ces différentes données. Parce que là, à ce moment-là, on est beaucoup plus proche de ce qu'on appelle le métier que de la partie tech pure. On s'en fout de savoir exactement quelle est la commande qui a permis de créer telle table. On s'en fout. En revanche, de savoir qu'il y a une table utilisateur, qu'il y a, si on prend l'exemple de Uber, qu'il y a une table driver, qu'il y a une table passenger, et que ces différents objets ont une relation où ils doivent être reliés, par exemple, par une transaction ou une course. Comprendre ces termes-là et savoir les relations entre les différentes unités élémentaires de données qu'il y a dans le site ou le bout du site sur lequel on travaille, c'est hyper important. Ce n'est pas quelque chose de technique en soi et c'est quelque chose que les développeurs peuvent vous donner comme info. Donc, il faut trouver des prétextes pour discuter avec les développeurs sur des thèmes où vous allez pouvoir vous comprendre et demander aux développeurs de parler du modèle de données. Normalement, c'est un terrain sur lequel vous allez être capable de parler de la même chose et de comprendre. Alors, on a pas mal parlé de la relation tech-PM dans une perspective de delivery, de shipper des fonctionnalités, de faire en sorte de comprendre comment ça fonctionne. Il y a un point important, mais bon, il faudrait peut-être tout un webinaire pour le faire, c'est celui des différentes étapes, des différents process par lesquels passe une fonctionnalité avant d'être mis en production. Mais par contre, il y a un point qui me paraît hyper important, on n'y pense pas souvent quand on parle de développeurs, c'est celui d'embarquer des développeurs dans ta discovery, dans ta vision produit, dans tes fonctionnalités. Pourquoi est-ce que c'est important ça? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire et comment est-ce que tu peux le faire? C'est important déjà parce que les bonnes idées viennent de partout. C'est important parce que c'est aussi une manière quand on implique des gens dans une conception au moment où ils vont devoir faire le truc, bah en fait, ils vont… tout à l'heure, je parlais de Woojam, moi j'étais amoureux de mon produit. Bah, tu vas créer une empathie entre le développeur et le produit lui-même, et du coup, peut-être même l'utilisateur lui-même.
un développeur, il doit prendre dans une journée sur un dev énormément de micro-décisions. Donc, c'est des micro-décisions qu'il va prendre seul parce que ce n'est pas une décision aussi grosse que, je ne sais pas moi, est-ce que je mets cette couleur rouge ou vert? Je prends un exemple un peu bidon. Ça, il ne peut pas prendre lui-même la décision. À un moment donné, il y a un design qui lui est montré, il y a une vision produit, une cohérence. Mais il va y avoir des micro-décisions qui vont être prises. Et si le développeur est suffisamment proche, comprend le produit, comprend la vision produit, qu'on lui fait vraiment partager ces choses-là, à un moment donné, dans son dev, il va prendre la bonne micro-décision qui va rajouter un petit truc en plus qui n'avait pas forcément été demandé ou imaginé par le produit. Ça peut être dans le remplissage de champs dans un formulaire. Peut-être que le product manager, le product owner va dire, voilà, j'ai besoin d'avoir tel champ, etc., telle contrainte, je veux que puisse mettre un prénom, un nom, etc. J'en sais rien, un mot de passe. Ben, le développeur, s'il comprend vraiment les problématiques produits, les enjeux, l'utilisateur, s'il a de l'empathie pour lui, à un moment donné, il va te rajouter une petite règle de validation dans ton formulaire à laquelle tu n'avais pas pensé et qui va faire toute la différence et qui, lui, ne lui coûtait pas beaucoup plus cher à rajouter. Donc, en fait, tu donnes la possibilité à ce qu'il y ait des bonnes surprises qui apparaissent quand tu fais ces choses-là. Maintenant, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut, en tant que POPM, il faut connaître ces développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire vraiment les connaître humainement, leur mindset. Il y a des développeurs, des développeuses qui, ce qui va les intéresser, ça va être le challenge technique d'un truc qu'on va leur demander de faire. Pour pouvoir être focus complètement à fond sur ce truc-là et que le reste n'ait plus rien d'importance et arriver à faire ce challenge technique de fou. Il y a d'autres développeurs, développeuses pour qui il faut donner l'enjeu business qu'il y a derrière, la big picture de cette fonctionnalité-là. Donc, impliquer les devs, ça ne veut pas dire forcer les devs à dire « Tiens, viens, donne-moi une idée sur ce truc-là ». C'est-à-dire connaître ces devs, de quoi ils ont besoin pour être un peu satisfaits et se sentir épanouis. Et en fonction de ces devs-là, en fonction de son équipe, lui ou elle, lui donner un peu plus de contexte et lui dire « Vas-y, j'attends tes idées, ça m'intéresse ». Lui ou elle qui s'en fiche un peu de concevoir sur du produit, mais qui pour le coup est intéressé par d'autres trucs, bah, montrer en quoi ce que tu lui proposes de faire est un challenge technique. Donc, c'est connaître ses devs et lui savoir qu'est-ce qu'il attend en fait au quotidien. Alors, on arrive à la fin du webinaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît, dans la chat room. Et j'ai une dernière question pour toi, Stan. C'est est-ce que tu as des derniers conseils? On a donné beaucoup d'informations. Est-ce que tu as des derniers conseils, s'il te plaît, pour des product managers, pour nous permettre de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur côté tech, d'être à l'aise côté tech? Voilà, faire en sorte que ça se passe bien. Alors, quand on pourra à nouveau sortir, c'est d'aller boire des coups avec vos devs et de parler. Et de parler du produit. Bon, alors pas que ça, vous parlez de ce que vous voulez avec vos devs, mais c'est intéressant d'avoir des discussions autour du produit, de comprendre comment il a été construit, quels sont les termes, et de créer une empathie. Parce que si vous faites ça, en fait, la même question tout à l'heure qui était posée du dev au stand-up qui dit un truc qui est incompréhensible, bah, peut-être que si vous avez pris un verre avec lui la veille, il va faire un tout petit peu plus d'effort pour vraiment bien se faire comprendre. Donc, si vous créez de l'empathie avec les devs, si vous leur demandez d'expliquer, il n'y a aucune honte à ne pas savoir quelque chose. Si vous leur demandez d'expliquer, ils seront ravis de pouvoir vous expliquer quelque chose, qu'on leur demande autre chose que juste « allez, code, s'il te plaît ». Donc, créez de l'empathie avec vos devs, apprenez à les connaître et franchement, ça peut que être quelque chose de positif, quoi. Demandez-vous de leur parler de tech. Eh bien, c'est bien reçu, bien noté, tous ces retours, et notamment sur le fait de faire un peu plus de webinaires tech. Merci beaucoup, Stan. C'était vraiment, comme d'hab, un régal de t'avoir. Nous, on a la chance de t'avoir pendant 48 heures. Là, encore plus. Merci, merci Pierre. Merci beaucoup aussi, Flavie, pour l'orga de ce webinaire. Merci de l'avoir placé à 18h30 au lieu de 18h. Le temps de rentrer chez nous. Ouais. Voilà, et à vous toutes et tous, Emmanuel, pour ta question qui nous avait envoyé Stan sur le feu, quoi. et vous toutes et tous d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente soirée. On vous enverra le replay de ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Ciao, ciao.